9 août 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre. Vous qui avez pour habitude de suivre Gandhi Malien TV, merci. Vous qui êtes là encore à nous suivre, à nous accompagner dans le cadre de ce combat de libération de l'Afrique dans son ensemble, dans le cadre de ce combat pour la dignité de l'être humain en tant que tel, pour mettre fin à l'impérialisme, à la vassalisation de certains États. Recevez nos salutations une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler d'un thème. Un thème qui a été mal travaillé, mal interprété, mal analysé, ou en tout cas analysé à leur faveur. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une guerre de communication qui ne dit pas son nom. Ce thème, c'est le boycott du Mali et du Burkina, du sommet organisé à Abuja. D'aucuns ont essayé de faire passer le Mali et le Burkina pour des pays qui sont opposés à une paix collective. Mais tel n'est pas le cas. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Mais nos deux experts avec nous ici vont nous aider à découvrir la profondeur de cette décision du Mali et du Burkina Faso. Ces deux experts, vous avez à ma droite le frère Monoko Touali, un journaliste, un grand chercheur, et quelqu'un qui n'est plus à présenter. Et à ma gauche, vous avez l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly, qui est régulièrement avec nous sur ces plateaux. Monoko Touali, bonjour. Bonjour, chers frères, chers camarades, chers frères africains, et merci pour tout le combat que tu ne cesses de mener. Et je suis toujours heureux d'être là et échanger avec vous, décrypter l'actualité et donner notre vision des choses. Merci beaucoup. Je dis aussi grand bonjour et bonsoir et tous mes respects au doyen qui a toujours été humble pour nous dispenser ses connaissances. Et nous en bénéficions beaucoup. Je lui dis grand merci. Vous avez un bonjour pour une personne particulière? Oui, justement, d'abord, je vais saluer tous ceux qui sont d'abord fidèles à cette chaîne-là, qui, matin, midi, soir, suivent Gandhi Malien et qui soutiennent Gandhi Malien. Je leur adresse toutes mes salutations et tous mes encouragements. Aussi, il y a M. Dambélé de Koutiala, que nous avions salué la dernière fois. Il était très content qu'il a suivi l'émission et qu'il aime Gandhi Malien. Quand il sera à Bamako, il faudrait que vous lui fassiez l'honneur de visiter un peu Gandhi Malien. Merci beaucoup. Le message est transmis. Doyen. Bonsoir Jawara, bonsoir à mon co-débatteur, oui. Bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi Malien et bonsoir surtout à tous ceux qui nous suivent toutes les semaines, particulièrement Fatou Doucouré. Fatou Doucouré, elle est en France. Qui a des remarques très pertinentes souvent. Merci beaucoup. Une salutation à une personne particulière, mais surtout une excuse parce que vous devez être à l'église là. Oui, je devais être à l'église, mais je vous avais déjà donné rendez-vous. Effectivement. J'avais dit que je serais libre juste après j'ai reçu sur la plateforme de l'église de Magnambougou qu'il y avait une veillée de prière de 17h30 à 22h. Bon, j'avais déjà donné ma parole ici. Okay. Si on finit, je pourrais les rejoindre. C'est ça l'Afrique. Sinon, il n'est jamais trop tard pour prier. Merci beaucoup et merci pour votre engagement. Engagement en faveur de cette lutte. Je voudrais juste rappeler que j'ai une pensée pieuse pour une certaine Fatou Sek. Fatou Sek, nous nous sommes retrouvés dans le grand jury de 2024 de l'EID. Une dame très joyeuse, malgré son mal de dos qui la faisait souffrir. Elle a égayé tout le long de notre travail. Elle a vraiment égayé tous ceux qui étaient là-bas. Elle nous a tragiquement... elle s'est éteinte le dimanche. Aussi là, ses obsèques c'était ce soir. Oh là là. Bon. Que son âme repose en paix. J'ai pas pu y aller, mais j'en profite pour avoir une pensée émue pour elle. Ok. Que son âme repose en paix. Amen. Merci beaucoup. Sans plus tarder, doyen, droit d'aînesse oblige comme d'habitude. Ce sommet d'Abuja, à quoi ça sert, doyen? Pourquoi ce sommet? Moi, je dirais plutôt ces sommets. N'est-ce pas? Parce qu'il y a deux sommets. Ah, deux sommets. Il y a un premier sommet qui se tient du 25-26 au 27. Effectivement. Qui est le sommet des SEMGA, des chefs d'état-major général des armées. C'est de cela qu'on parlait. Voilà, ça c'est du 25, 26, 27. Okay. Qui regroupe 54 pays
africains, dont un pays de l'AES qui est le Niger. Le thème, c'est combattre les menaces contemporaines à la paix et à la sécurité régionale en Afrique. Spécifiquement, le rôle du partenariat stratégique en matière de défense. Ça, c'est un premier sommet. Mais le jour de l'ouverture de ce sommet-là, le 25, le chef d'état-major général du Nigeria a annoncé que la création, en tout cas c'est la CEDEAO, parce que ça, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas non plus l'Union africaine. C'est une réunion informelle qui est venue dans un cadre, ce n'est pas dans le cadre de la CEDEAO ni dans le cadre de l'Union africaine. Donc, le jour de l'ouverture, les autorités de l'Union africaine et la CEDEAO ont annoncé la création d'une force d'une brigade antiterroriste de 260 000 hommes, avec un budget de 2,5 milliards de dollars par an. Donc, et la réunion pour la répartition et les modalités, tracer les modalités de cette nouvelle création se fera le 29, c'est-à-dire aujourd'hui. Actuellement, là où cette réunion doit être en train de se tenir. Donc, il y a 2 réunions. Cette seconde réunion ne concerne pas tous les chefs, les SEMGA qui étaient venus. Ça ne concerne que les SEMGA de la CEDEAO. Or, nous, on ne fait pas partie de la CEDEAO. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Monoko Touali, sommet d'Abuja, doit nous dire qu'il s'agit bien de 2 sommets. Votre appréciation? Oui, c'est effectivement ces 2 sommets, parce que le premier sommet qui réunit tout le monde sur cet ensemble-là est celui qui est, donc, dont le doyen parlait, qui va mettre l'accent sur cette force qui va donc aider à lutter contre le terrorisme en interne, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Je pense que ces genres de sommets, comme on le dit d'habitude, on les a toujours appelés caisses de résonance, parce que ce n'est pas la première fois que ces organisations se réunissent. Et ce n'est pas une première rencontre. On en a assisté beaucoup, et ce sont toujours des grandes annonces, mais dans les faits, c'est tout à fait négatif. On a connu les crises pour lesquelles il parle aujourd'hui. Le Boko Haram, c'est d'abord au Nigeria. Combien de réunions qui ont eu lieu? Sur le Mali, avant que même les Occidentaux et les autres ne viennent, combien de réunions qui ont eu lieu? Et avec leur présence, combien de réunions qui ont eu lieu? Mais ça a porté quoi comme fruit? C'est là la vraie question. Donc, est-ce qu'il faut se réunir pour se réunir, ou il faut se réunir pour résoudre concrètement les questions ou les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés? Moi, c'est comme ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a nécessité de se réunir? C'est là que votre question est très pertinente. À quoi ça sert? Si ça ne peut pas produire des effets, si on ne peut pas agir efficacement, à quoi ça sert? Voilà. La question est là. Ok. Merci beaucoup. Doyen, oui. Le Mali, le Burkina ont tout simplement boudé. C'est un boycott. Même le Niger, c'est une participation à minima. Vous avez évoqué le Niger parce que c'est l'attaché de défense de l'ambassadeur du Niger à Abuja qui y était. Donc, le chef d'état-major du Niger n'a pas effectué les déplacements. Votre appréciation par rapport à ces RFI, voire ces boycotts du Mali, du Burkina, voire même de l'AES, de participer à ces sommets. Or, quand on parle aujourd'hui du terrorisme, les pays de l'AES sont en première ligne. Non, le Mali et le Burkina n'ont pas boycotté. Ok. Cette façon de percevoir, c'est nier l'existence de l'AES. Ok. L'AES, en tant que telle, est une entité qui a formé, qui s'est basée sur un tritype. La défense et sécurité, la diplomatie et le développement, les 3D. En matière de défense, les 3 pays de l'AES sont assez intégrés, plus en avance. Ils sont à la création d'une unité de 5000 hommes dotés en armement pour suppléer les armées nationales. Mais qui est déjà même créée, cette qui force. Est déjà créée et qui sera chargée de suppléer les armées nationales. Et donc, ce n'est pas un boycott. Parce que, comme je le dis,
cette première réunion de 54 États, c'est pas dans un cadre formel de l'Union africaine. Ce n'est pas non plus dans le cadre de la CEDEAO. C'est un regroupement de tous les chefs d'état-major pour ébaucher quelque chose. Or, nous, on a déjà quelque chose. Donc, comme vous avez dit, le Niger est là-bas, en même temps, peut-être, il représente parfaitement l'AES, puisque le président du Niger est le président actuel de l'AES. Et ce sont ces éléments... C'est le Mali qui a la présidence de l'AES. Ça n'a pas changé. Non, pas encore. Dans tous les cas de figure, si un représentant, bon, c'est un minimum syndical, mais aussi c'est dû au fait que ils veulent s'affirmer comme entité. Parce qu'en fait, nous inviter chacun, ce serait nier l'existence de l'AES en tant qu'entité. Ensuite, on va là-bas peut-être pratiquement en tant qu'observateur, puisque nous avons déjà notre regroupement militaire. Mais en plus, l'AES constate que ce genre de regroupement, de faire des grandes messes, ça ne donne rien. Et combien de fois, depuis les années 2000, les chefs d'état-major se sont réunis? C'est plus de 15-20 fois, sans aucun effet. Et donc, il y a le précédent déjà du G5 Sahel. Il y a ce précédent. Ensuite, l'AES va là-bas, dans un milieu où il y a des pays voisins qui sont manifestement dans l'optique soit de nous permettre de nous encercler, soit qui hébergent des terroristes. L'Algérie est là-bas avec ses problèmes. Parce que l'Algérie est là-bas avec une délégation des Sahraouis. Ok. Une délégation sahraoui. Les Francs Polisario. Ça, c'est déjà un premier problème. Ensuite, la Mauritanie est là-bas. Algérie, Mauritanie, pour nous, souvent, les terroristes viennent de là-bas et se replient. C'est leur base arrière. Ensuite, il y a le Sénégal qui vient d'admettre l'OTAN à ses frontières. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire qui a installé les Américains, je crois l'OTAN aussi, et qui sont des menaces pour nous. Et donc, être dans un milieu de ce genre, pour aller constituer une défense sécuritaire commune, mais c'est nous embarquer dans la gueule du loup, d'où le minimum syndical qui consiste à nous faire représenter juste, parce qu'on est persuadé que ça va échouer. Et d'ailleurs, ce qui est vrai, il n'y a pas de communiqué final. Il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, un adage qui dit, lorsqu'on doit décider à plusieurs, on ne décide de rien. 54 États qui vont s'asseoir pour décider de la défense sécuritaire de toute l'Afrique, c'est prendre des décisions. Et dans cette circonstance-là, c'est décider de rien. Ok. Frère Monoko Toilé, doyen parle d'une participation à minima. Peut-être, on comprend le mot aussi. Peut-être boycott, c'est un peu fort, ou bien parce que le Niger, au moins, il y avait l'attaché de défense. Mais nous savons que les autres pays, en tout cas, ce que ces gens recherchaient, c'était regrouper les différents chefs d'état-major de l'Afrique et voir maintenant définir un cadre, voir dans quelle mesure lutter contre le tourisme. Le fait que le Mali, le Burkina, le doyen a énuméré beaucoup de raisons déjà. La présence de l'Algérie, la présence de la Mauritanie, la présence des gens de la CEDEAO, avec qui voilà, on connaît les difficultés. Le Mali, le Burkina, tout simplement, ne participent pas. Vous voyez ça comment? Moi, je crois que le Mali et le Burkina Faso sont restés dans leur logique. C'est une question de logique. Oui. Voilà. Parce que si on n'est plus d'accord avec X ou W, il serait difficile de s'asseoir à la même table avec X ou W pour débattre. Parce qu'on n'aura pas les mêmes appréciations et ça va amener des polémiques inutiles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le fait que ces deux pays ne soient pas partis, je ne suis pas bien indiqué pour savoir les bonnes raisons, mais je donne mon analyse là-dessus. Ça pourrait aussi dire que s'il y a une politique de lutte contre le terrorisme, les vraies victimes, c'est d'abord nous. Parce que le centre, aujourd'hui,
c'est le Niger qui est menacé, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali. Et donc, on ne peut pas tenir une grande rencontre, même si ça réunissait le monde entier, sans ces acteurs, c'est-à-dire ces cibles essentielles. C'est le Mali qui fait partie des cibles, le Niger fait partie des cibles, et le Burkina Faso cible des terroristes. Et donc, s'ils ne vont pas, ils disent, ça c'est mon point de vue, ça peut aussi dire, vous ne nous avez pas assisté là où on devrait nous assister. On est resté orphelins. Nous nous sommes battus et nous nous battons seuls. On va d'abord rester là et vous allez prendre conscience que vous devez nous impliquer et vous devez nous accompagner et que vous devez nous soutenir. Parce que c'est de là, c'est en fait l'option réelle de la lutte contre le terrorisme. On va lutter contre le terrorisme de façon globale, mais il y a des zones déjà attaquées. Parmi les zones déjà attaquées, on ne peut pas faire l'actualité sur le terrorisme en Afrique sans parler du contexte des pays de l'AES. Et c'est ces pays-là qui sont aujourd'hui malmenés. Ce sont ces pays-là qui sont victimes de ces criminels sans foi ni loi, de ces vagabonds de tout genre. Et donc, s'il doit y avoir une rencontre, normalement, ils devraient être là. Et donc, s'ils ne sont pas venus, le doyen, je suis d'accord avec peut-être l'euphémisme ou bien le fait d'éviter les mots forts, mais c'est vraiment le boycott, il faut l'appeler ainsi. Parce que c'est quand on boycotte pour faire comprendre à l'autre que je ne suis pas d'accord. Sinon, ça ne coûterait rien aux gens de dire, bon, on va déléguer notre représentant et quelqu'un va nous représenter. Mais s'ils ne sont pas partis, ils ont leur raison. Et c'est une façon de dire, nous, on n'est pas d'accord avec la logique qui a conduit. Parce que même si telles réunions devraient se tenir, même au Mali, ou au Niger, ou au Burkina Faso, parce que pour parler du mal, il fallait au corps du mal. Le mal, le terrorisme, aujourd'hui, on ne peut pas en parler sans faire état et sans faire cas du Mali. Et donc, moi, je pense que la logique, et c'est-à-dire l'attitude actuelle, signifie, c'est un signal fort, c'est un message qui ne dit pas son nom. Si vous n'avez pas tenu compte de notre présence, ce qui vous motive aujourd'hui de réunir tout le monde, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Mali souffre. Ce n'est pas aujourd'hui que le Burkina Faso souffre. Ce n'est pas aujourd'hui que le Niger souffre. Et les autres pays attaqués par-ci, par-là. Pourquoi c'est maintenant? La vraie question, c'est ça. Donc, si, supposons que le criminel n'avait pas connu de résistance au niveau du Mali, au niveau du Burkina, au niveau du Niger, ces pays-là seraient déjà anéantis. Et donc, est-ce que c'est sur leur tombe qu'on allait faire une telle rencontre pour parler de quoi? Du terrorisme. Donc, moi, je pense que celui qui a une expression pour ne pas être trop vulgaire, mais quand vous avez la diarrhée, vous dites à votre compagnon, moi, je vais aller aux toilettes. Il dit non, prends courage. Après, vous dites, je vais aller aux toilettes. Il dit, prends courage. Mais à un moment donné, vous n'allez plus lui demander. Vous allez rentrer dans les broussailles pour vous mettre à l'aise au risque des choses. Donc, moi, je pense que cette attitude, quand des gens sont maltraités, sont victimes parce que le terrorisme, je le soustrais de la logique politicienne ou des calculs politiciens. Le terrorisme, c'est un mal qu'il ne faut pas souhaiter, sous quelque forme que ce soit. Qu'on aime un pays ou pas, le terrorisme ne doit pas être soutenu. Qu'on aime un pouvoir ou pas, le terrorisme ne peut pas être soutenu. Et donc, ceux qui sont victimes de ce terrorisme, qui ne sont certainement pas écoutés, ils vont dire, ben, écoutez, votre rencontre là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va d'abord y voir clair et peut-être on donnera notre approche ou on viendra peut-être à une prochaine réunion, mais pour l'heure, nous allons vous observer. Moi, je crois que ça doit être cette logique-là. Ok. Merci beaucoup, frère Monogo Toali. Nous revenons vers vous. Le fait que le Mali, le Burkina, bon, on dit l'AS, cette participation que vous avez définie avec des termes beaucoup plus appropriés, dû à votre sagesse aussi, mais aujourd'hui, le terrorisme en Afrique de l'Ouest, venez parler du terrorisme. C'est vrai que tous ces dirigeants africains se réunissent autour des questions du terrorisme. Mais quand on parle du terrorisme, c'est l'AS et une partie de la CEDEAO. Parce que n'oublions pas que Boko Haram quand même fait beaucoup de victimes. Fait beaucoup, les Nigériens, presque les pays les plus endeuillés par cette histoire de terrorisme. Peut-on parler d'éradication, de l'élimination du terrorisme en Afrique de l'Ouest
sans impliquer les forces de l'AES? Est-ce que c'est possible? Bon, je crois qu'il faut toujours avoir dans la tête le distinguo entre la réunion des SEMGA de l'Afrique, qui ne s'inscrit pas dans le cadre normatif de l'Union africaine, mais qui concerne toute l'Afrique, et la réunion des SEMGA de la CEDEAO. Ok, donc je ne vais pas vous couper, je vais vous relancer davantage, parce que vous êtes un inspecteur de la douane à la retraite, vous avez un côté militaire. Les SEMGA, à la différence des ministres de la Défense, ce sont les vrais, ce sont les techniciens même de l'armée, c'est ça, non? Quand on réunit des SEMGA comme ça, et non des ministres de la Défense, c'est peut-être pourquoi. Et peut-être après ça, vous allez rebondir à la question que j'avais posée. Certainement, c'est pour analyser d'abord les problèmes d'insécurité dans un premier temps, et dans un second temps, voir le dispositif qui peut être adapté pour lutter contre ça. Ce dispositif peut comprendre tous les éléments d'une armée, l'expertise humaine, les armes, et surtout parler du maillage. Qu'est-ce qu'il faut faire, une coordination sur l'ensemble des territoires pour cerner tout ça et coordonner toutes les activités. Donc il va y avoir peut-être un chef d'état-major général commun à toute cette force-là, qui va tout coordonner. Ça, c'est sur le plan peut-être militaire. Merci, doyen. Maintenant, je reviens à ma question, à la question que j'avais posée. Ça, ce sont des chefs d'état-major pour planifier les opérations et autres. Mais peut-on parler des opérations de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest sans impliquer les pays de l'Est? Parce qu'aucun chef d'état-major de l'Est n'était présent. Ce que je vous ai dit, il faut reconsidérer la chose, parce que c'est la CEDEAO cette fois-ci. Ce n'est pas les 54 pays de l'Afrique, ce serait la CEDEAO. Et la CEDEAO, il y a eu une annonce le 25, le jour de l'ouverture de la réunion des SEMGA de l'Afrique, de toute l'Afrique, qui consistait à mettre en place une brigade antiterroriste et dont la réunion principale aura lieu le 29, c'est-à-dire aujourd'hui. Or, nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Nous sommes dans l'AES, nous avons notre outil militaire à part. Et donc, si tu constates, le jour où la délégation de la CEDEAO est venue ici, ils ont commencé, on avait dit, ils vont négocier des accords secteur par secteur. Même le secteur militaire était concerné. Et donc, la CEDEAO va faire sa réunion avec les 12 membres restants. Mais ce qu'ils vont décider là-bas va entrer dans certainement une négociation AES-CEDEAO. Mais nous ne serons pas à cette table, parce que nous ne sommes plus de la CEDEAO. Nous avons notre outil de défense sécuritaire de l'AES. Quand eux, ils vont discuter, ils vont mettre un outil sécuritaire en place, mais qui va peut-être ouvrir la voie à une coopération avec l'outil de défense que l'AES a mis en place. Donc, s'ils tombent d'accord, s'il n'y a pas de revers en ce moment, on peut intégrer les choses et lutter ensemble, mais les domaines seront bien précisés. Frère Mounougo Touali, j'ai compris les deux sommets, peut-être, à l'occurrence, les doyens parlent du dernier sommet. Or, je vais beaucoup plus m'attarder sur le premier sommet, qui a duré 3 jours, du 25 au 27 août, qui a réuni beaucoup de pays africains. Parce que pour moi, si ça ne tient qu'à moi, aujourd'hui je suis là, je pose des questions, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est une mise en scène, c'est une réunion d'un sommet de trop. Parce que comment organiser une réunion impliquant des méthodes, en tout cas des moyens de lutter contre le terrorisme, et même des expertises, sans les pays de l'AES? Et de telles réunions doivent même être, l'AES doit être pleinement associé pour partager son expérience, même si aujourd'hui nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes pas d'accord, mais ça reste l'Afrique. Tout enfant africain endeuillé par le terrorisme, il reste un Africain. Est-ce possible de lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest? Prenons même l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Parce que l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas que la CEDEAO et l'AES. Il y a la Mauritanie aujourd'hui, que nous savons qui est une base arrière. Mais cette
la Mauritanie qui s'est retirée de la CEDEAO, n'oublions pas ça, avant les pays de l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de lutte contre le terrorisme, même en Afrique de l'Ouest, sans passer par les pays de l'AES? Oui, mais ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit on ne peut pas parler du terrorisme sans faire référence aux pays cibles des terroristes. Oui. C'est de ça que j'ai parlé en introduction. J'ai donc dit, supposons que ça ne soit même pas au niveau africain, si ça soit au niveau mondial, qu'on réunit tout le monde et qu'on demande à tous les pays africains de participer à la rencontre, on ne pouvait pas ne pas associer les pays victimes, cibles de ces terroristes. Et ces pays-là, ce sont les pays, comme si on l'appelle l'AES. Peut-être pour certains, ça les dérange. Mais si on peut rester dans une logique panafricaine, c'est le Mali, un pays africain, le Burkina Faso, un pays africain, le Niger, c'est pas parce que quelqu'un est devenu l'AES qu'il cesse d'être africain. Non. Il n'a pas cessé d'être africain. Parce qu'il faut que le débat soit clair à ce niveau. Parce qu'il faut pas, ils vont stigmatiser pour dire non, ils se sont cloisonnés, il faut les laisser là-bas. C'est une fausse appréciation. Et s'il faut les laisser là-bas, les grandes rencontres qui ont lieu et qui vont prendre certainement fin aujourd'hui, ces rencontres-là vont aboutir à quoi? Parce qu'on ne peut pas parler des stratégies de lutte contre le terrorisme. C'est comme si on dit, bon, on fait une politique de lutte contre le banditisme dans une grande ville et on n'associe pas les quartiers les plus dangereux de la ville. Ça ne s'explique pas. Donc pour moi, ça c'est mon point de vue, j'ai dit il faut que les Africains comprennent que si les autres Africains aujourd'hui ont décidé de se retrouver, c'est parce qu'ils se sont dit aussi, si XW ne nous aide pas, nous n'allons pas rester là, puis on va venir nous égorger. Il faut qu'on s'organise. Même si ça ne s'appelait pas l'AES. Les Occidentaux, la France est partie. CEDEAO est parti. Tout le monde est parti. Mais ils ont en face d'eux des criminels. Devaient-ils rester là les bras croisés pour être égorgés un à un? C'est pas possible. Non. Et donc, la lutte qui est menée, c'est tout à fait évident que ces mêmes pays-là disent non, il faut qu'on se retrouve entre nous. On est tous victimes. Burkina, viens. Mali, viens. Niger, viens. Qu'on réfléchisse ensemble comment, dans un premier temps, on va se défendre. Ça, c'est tout à fait normal. Est-ce parce qu'ils sont des gens organisés en tant qu'entité qu'il faut leur renier le statut d'Africain? C'est le vrai débat. Parce que ce n'est pas parce que l'autre a décidé de se prendre en charge qu'il cesse d'être africain. Ils sont africains. Même s'ils disent qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela ne cesse pas d'être des pays frères africains. C'est en termes d'entité. CEDEAO, c'est en termes d'entité. Mais en dehors des entités, c'est les États, c'est les nations, c'est les peuples qui existent. Or, si on tue, les criminels les tuent, c'est des peuples africains, c'est des citoyens qui les tuent. Et donc, une telle réunion doit, dans un premier temps, ça c'est mon point de vue, même les autorités maliennes et burkinabé et les autres qui sont vraiment aujourd'hui le centre même de ces criminels-là, être en informer déjà pour dire qu'on doit se réunir sur ce sujet qui vous intéresse. On souhaiterait votre présence, votre participation. Même dans des colloques, dans des grandes cérémonies, dans des grandes rencontres, même culturellement parlant, s'il y a une activité culturelle, on demande aux grandes stars, est-ce que ça vous plairait de participer à notre rencontre? Alors, on ne peut pas donc penser résoudre l'équation du terrorisme au niveau africain sans aussi savoir que au Nigeria, bon, le Tchad et les autres, c'est un peu plus ou moins calmé. Après le Nigeria, si on vient de ce côté de l'Afrique de l'Ouest, toujours en Afrique de l'Ouest, on parle de quoi? Même enlevant le nom AES, on va parler de quel pays? Quand on parle du terrorisme en Afrique aujourd'hui, on parle de quel pays? Le Mali, le Burkina, le Niger. Voilà. Et donc, comment une rencontre peut se faire sans eux? Et s'il faut dégager les stratégies, les mécanismes de lutte, est-ce que ces mécanismes et ces stratégies-là ne pourront pas intervenir ici et ne pourront pas concerner le Mali? Donc, les stratégies vont se faire en dehors de ces trois pays. Ce serait quand même curieux
de ne pas savoir apprécier cela. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dégager une politique globale de lutte contre le terrorisme. On dit, bon, comme le Mali et le Burkina, ils ont créé l'AES, il faut les mettre de côté. Ils ne sont pas là. On fait. Et dans la mise en œuvre, on dit, bon, on va aller dans tel pays. Est-ce qu'ils ne pourront pas aussi dire, est-ce qu'ils vont aussi dire, non, on n'ira pas au Mali, on n'ira pas au Burkina, on n'ira pas au Niger. On va aller partout. Donc, bref, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit donc qu'il faut repenser que c'est des Africains qui souffrent, qui luttent. Et dans cette lutte contre le terrorisme, si les gens veulent voir la dimension politique ou les dirigeants politiques, ils vont toujours faire du mal à toute l'Afrique. Parce que le terrorisme ne cessera pas, les voyous, les vagabonds ne cesseront pas d'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour mettre fin ou pour éradiquer, il faut aller à la source, au lieu où ça se passe. C'est ici, c'est au Burkina, c'est au Niger et les autres pays africains qui sont plus ou moins attaqués. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je pense qu'une telle rencontre, sans les acteurs directs, de mon point de vue, est dérangeant. Est dérangeant. Maintenant, si c'est les autorités, eux-mêmes qui ont pris sur eux la responsabilité pour dire, nous ne venons pas, on pourrait aussi dire, mais pourquoi vous ne venez pas? Puisque c'est vous qui êtes plus menacés, c'est vous qui êtes concernés. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Ils vont donner les raisons. Ouais. Et cela va déclipser le climat, va normaliser l'atmosphère. Et les gens vont se comprendre. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse faire les stratégies de lutte contre le terrorisme aujourd'hui sans tenir compte des pays qui sont victimes. Je vous relance. Ce n'est pas que vous monopolisez la parole, mais c'est important de finir avec ce point et je reviens vers le doyen. Est-ce participer même n'allait pas être un piège pour ces pays, le Mali, le Burkina? Parce qu'aller participer à un tel sommet, il faudrait voir chez qui d'abord? Au Nigeria. Le Nigeria qui a été considéré comme tête de pont dans le cas de l'agression contre le Niger. C'est important. Donc, dans le cas d'une guerre éventuelle entre la CEDEAO et puis l'AES, c'est le Nigeria. Les impérialistes et autres là misaient sur le Nigeria qui disaient avoir d'effectifs et puis très proches. Aller là-bas, c'est pas... Le fait d'aller là-bas, c'est pas un piège. C'est pas parce qu'on a eu en tout cas des difficultés. Peut-être qu'on ne devait pas aller. Mais aller là-bas, ce n'est pas entrer de plein pied dans le cadre des préparations d'une opération, c'est-à-dire d'accepter des forces, parce que ça va, la finalité c'est quoi? C'est déployer des forces africaines dans certains pays sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Et ça ne serait pas aussi une façon de se faire envahir par ces troupes, parce qu'on sait si ces troupes-là viennent, elles ne vont pas repartir comme ça. On sait que ces troupes pourront être instrumentalisées, tout comme nous avons vu les casques bleus être instrumentalisés en Côte d'Ivoire contre l'armée régulière de la Côte d'Ivoire, des rebelles qui se battaient avec des casques bleus aux côtés des militaires français. Est-ce le fait que les pays de l'AES ont boudé, ce n'est pas une façon d'anticiper aussi sur ces complots qui peuvent arriver? Oui, mais moi, on est dans la même dynamique. Parce que si c'est toute l'Afrique qui est réunie, comme on le dit, pour dégager une stratégie, à ce moment, l'AES serait mis dans le chemin global. Et les mécanismes internes n'auront plus d'effet. Ça, c'est un premier point. Si c'est aussi au niveau sous-régional avec la CEDEAO aussi, on va également dire effectivement qu'il faut une politique élargie de façon globale qui va intégrer la lutte globale. Et dans la lutte globale, la lutte sectorielle ne comptera plus. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est aussi une question de prudence. Parce que si ici, au niveau de l'AES, ils ont déjà dégagé leur stratégie, leur mécanisme, tout et tout, il faudrait aussi être prudent de ne pas les dévoiler pour ne pas que ça retourne contre eux. Ça peut être une raison de prudence. Parce que partout où on parle aujourd'hui gros groupement, on ne sait pas à qui on parle. Parce que c'est la notion de confiance aujourd'hui. Est-ce que ces pays africains disent la même chose? Est-ce que ces pays africains ont la même lecture de lutte contre le terrorisme? Est-ce que ces mêmes pays africains ont la même lecture de ceux qui financent le terrorisme, ceux qui les sponsorisent, ceux qui les entretiennent, ceux qui les encouragent? Est-ce que ces différents pays ont la même lecture? C'est aussi ça la réalité. Parce qu'une fois qu'on n'a pas la même lecture, on va se buter aussi à la question de qui va financer. Même s'il y a un regroupement, qui va financer? Quel appui qu'il va avoir? Okay. Ça va nous faire mener les vieux colons dont on a peur, parce que c'est eux qui auront eu les moyens
moyens financiers, moyens matériels, moyens techniques, moyens logistiques et même la formation et même les moyens informationnels. Et donc, ce côté-là est très risquant. Et moi, je dis aujourd'hui, s'il faut lutter efficacement contre le terrorisme, c'est dans un premier temps, on devrait maintenant écouter les vrais acteurs sur le terrain. Et les vrais acteurs sur le terrain, c'est qui? C'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Moloko Toali. Je voulais un peu recadrer un peu les choses. Allez-y. La réunion des SEMGA africains n'a jamais exclu le Mali. Le Mali et le Burkina ont été invités, tout comme le Niger. C'est le Mali et le Burkina qui ne sont pas partis. L'une des raisons que moi je suppute, c'est parce qu'il y a un narratif qu'il faut imposer. L'AES est une entité de défense sécuritaire. Et si on doit nous inviter, peut-être qu'on nous invite en tant que tel. Ce serait reconnaître l'AES. Parce que ce n'est pas évident que tout le monde ait encore reconnu l'AES. Ça, c'est un combat que nous sommes donc dans les nous inviter en tant qu'entité. En tant qu'entité. En tant qu'entité. Okay. Parce que c'est ce qui correspond mieux à notre situation actuelle où nous avons une défense commune, sécuritaire commune, avec des outils de défense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu l'as soulevé, c'est que la particularité de ces ensembles sous-régionaux ou régionaux, c'est d'être cornaqués par les pays occidentaux. Moi, j'ai eu l'avantage de voir une vidéo où on avait beaucoup de Blancs, d'Européens, qui étaient là. Ils sont en train encore d'infiltrer ce rassemblement informel des Africains pour sécuriser. Et d'ailleurs, il y a eu une réunion à l'ONU sur un peu ce sujet, pas pour toute l'Afrique, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir. Donc, le Mali craint que ces ensembles sous-régionaux sont automatiquement cooptés et dirigés par les Occidentaux pour servir dans leur lutte contre la Russie aujourd'hui, la Chine plus tard, et contre les pays du BRICS. Ça, c'est un risque. Et nous sommes allés dans ce coin-là, on ne va pas dévoiler quelque chose. Ils sont trop prudents pour ça. Mais peut-être le Nigérian qui était là-bas, l'attaché militaire qui était là-bas, peut faire un compte-rendu des réunions. Mais la preuve, c'est que ça n'a pas réussi. Ils n'ont pas fait de communiqué final. Ils se sont entendus sur rien. C'est une grande messe pour dépenser de l'argent pour rien. Et ensuite, on serait à table avec des gens qui sont en train de nous planter le couteau dans le dos. Oui. Et donc ça aussi, c'est une méfiance. Mais qui plus est, quand on va plus loin et qu'on analyse, le Mali a l'expérience que ces grands ensembles-là, d'abord, l'Union africaine, la CEDEAO, quel est le point de leur échec? C'est le financement. Eux-mêmes, ils ne trouvent pas de financement. Et ils vont créer des choses. Qui va financer? Vous avez posé la question? Ou bien c'est toi qui as posé la question? Voilà. Qui va financer? C'est encore les Occidentaux. Or, le Mali, ces trois pays-là ont déjà l'amère expérience d'avoir fait partie des ensembles financés par les Occidentaux. Ils ont vu ce qu'on en a fait. C'était le cas du G5 Sahel. G5 Sahel. Et aujourd'hui, si tu regardes l'Union africaine, si tu regardes, comment est-ce qu'on appelle, la CEDEAO, peut-être les autres aussi, mais combien de pays paient régulièrement leur quote-part, leur cotisation? Ils ne payent pas. Et donc, c'est l'Union européenne qui vient en aide à l'Union africaine, et c'est la France et l'Union européenne qui viennent en aide à la CEDEAO. Or, on sait qui paie les instruments, c'est à lui qui donne, qui dicte la musique. C'est clair. Donc, il y a un ensemble de choses qui font que, pour ce côté-là, les SEMGA africains, on a été invités. Mais c'est nous qui ne sommes pas partis. Maintenant, pour ce qui concerne la CEDEAO, qui tient sa réunion pour la brigade antiterroriste aujourd'hui. Là, ça ne nous intéresse pas. Là, ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes hors CEDEAO. Mais il y a un cadre formel de discussion entre la CEDEAO et l'AES pour ce qui concerne les volets militaires de lutte contre le terrorisme. Si eux, ils vont prendre leurs choses là-bas, ils le font à leur niveau. Je ne vous coupe pas. Le cadre formel, je crois, c'est
pour voir peut-être les accords à venir entre l'AES et la CEDEAO, le fait que nous avons quitté. Maintenant, est-ce que le volet militaire est impliqué? Le volet militaire est impliqué. Tous les volets qui sont pratiquement, j'ai dit tous les sectoriels. Ah, je n'avais pas l'information. Mais ils vont aussi négocier, voir. Je crois que est-ce que c'est parti loin? Est-ce que c'est pas parti loin? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce volet militaire fait partie. Tant il est vrai que la lutte commune contre les terroristes qui commencent à aller vers le golfe de Guinée, c'est la sécurité de tout ce qui est en jeu. Mais pas n'importe comment. L'AES, en restant en dehors de la CEDEAO, fait preuve d'indépendance. Tandis que la CEDEAO, quel que soit l'outil qu'elle va mettre en place, sera cornaqué par les Occidentaux. Et nous ne voulons pas qu'au contact des plans de la CEDEAO, que ceux-ci en profitent pour infiltrer notre système de défense. Ok. Doyen, je reste avec vous parce que le chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Moussa, il dit qu'on ne peut pas vaincre le terrorisme, on ne peut pas lutter contre le terrorisme en étant isolé. Une façon pour lui, parce que là, vous avez bien défini l'AES en tant qu'entité qui a ses moyens, qui a sa politique de lutter contre le terrorisme. Mais c'est une flèche qu'il a lancée à l'endroit de l'AES pour dire que la politique de l'AES, que l'AES seul ne parviendra pas à vaincre le terrorisme et que forcément l'AES a besoin de composer avec les autres. Or, aujourd'hui, entre eux et nous, ça ne va pas. On se regarde, voilà, ça ne va pas du tout. L'AES, pour nous autres, l'AES, ça avance bien. Nous avons des partenaires sincères. Grâce aux Russes, nous avons des avions de combat. Grâce aux partenaires turcs, nous avons des drones de combat. Les Chinois, nous avons des blindés. Nous avons autre équipement. L'AES est en train vraiment de se renforcer militairement. Mais quand lui, depuis le Nigeria, lui qui peine à vaincre le Boko Haram, nous lance une telle flèche, par quoi on peut répondre? C'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Nous ne sommes pas isolés. La preuve, nous sommes 3 pays en un. Le Mali n'est pas seul. Le Mali est avec le Burkina. Le Mali est avec le Burkina et le Niger. Est-ce que nous sommes seuls? Non. Bon, c'est faux ce qu'il dit. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Et en termes de superficie, nous les dépassons également. Ça, ce n'est même pas le problème. Mais nous ne sommes pas isolés. C'est faux ce qu'il est en train de dire. Maintenant, nous sommes aussi, cette entité qu'on a formée a sa politique de défense sécuritaire. C'est faux pour une deuxième fois parce que cette entité qui a sa défense sécuritaire est en train d'entamer des négociations avec la CEDEAO pour essayer de voir dans quelle mesure on peut coopérer. Donc on n'est pas isolé. C'est faux ce qu'il est en train de dire. Et le troisième point, il tente d'accréditer un principe qui a été adopté en 1975 à Helsinki. Ce principe, c'est l'indivisibilité de la sécurité. C'est ce qu'il veut faire valoir et qui est cher aux Occidentaux. Mais même ce contenu a des problèmes. L'indivisibilité de la sécurité, en premier lieu, ça veut dire qu'aucun pays ne peut conforter sa défense au détriment de l'autre. Donc, il veut nous amener dans ce sens-là. Mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est un narratif pour essayer de dire que nous sommes isolés. C'est faux, on n'est pas isolés. Ok. Merci beaucoup. Frère Monogo Toalé, vous avez quelque chose à répondre à ces chefs d'état-major, peut-être politiques, du Nigeria, les fameux Christopher Moussa, qui nous traitent des gens isolés? Oui, mais moi, avant d'apprécier ses propos, la question c'est de savoir comment les frères qui étaient unis hier ensemble, d'autres se sentent, ils reconnaissent, ils retrouvent que d'autres sont isolés. Parce que le Mali n'est pas né comme ça. Le Mali, l'AES ne date pas de la naissance de ces États. C'est quelques années déjà, à moins de 5 ans que l'AES est créée. L'AES était aussi membre de la famille CEDEAO. Comment se fait-il qu'ils ne sont plus membres de la famille CEDEAO? C'est là la vraie question. Parce que la CEDEAO a voulu manger ses propres enfants. Voilà. Donc, si aujourd'hui, ils disent qu'on ne peut pas vaincre, parce que ou pour gagner, il ne faut pas être isolé,
c'est une façon de dire, est-ce qu'ils reconnaissent avoir eu tort de n'avoir pas au départ bien appréhendé l'équation de la lutte contre le terrorisme dans le cas du Mali et du Burkina Faso, la CEDEAO j'entends, qui a fini par jouer sur ce qu'on a appelé ici l'embargo que nous avons vu, alors que la question de punition ne devrait pas être plus importante que la menace terroriste elle-même. Parce qu'il y a une logique politique. Mais dans la logique politique, il y avait aussi l'existence de ce terrorisme-là. Et donc, l'équation politique de la CEDEAO a pris le pas sur l'existence de la menace qui a même justifié le bouleversement politique que le Mali ait connu. Ça, c'est aussi la réalité. Parce que, quand on revient sur l'histoire, Ateté, sa chute est née de quoi? Du fait que le Nord a été pris. Beaucoup ont même dit non, a été échangé avec les autres, oui. Voilà, tout et tout. Donc, la question du terrorisme a fait chuter un chef d'État. Cette question du terrorisme va créer une transition. Djonkouda, au nom de ce terrorisme, a fait venir la France. Oui. Personne. Donc, la question du terrorisme au niveau du Mali, pour ne pas dire le pays dans la zone de l'AES, est liée à la gestion et aux conjonctures politiques. Parce que les dissocier, c'est mal apprécié. Il y a des chefs d'État qui sont tombés à cause de cette question. Justement. Et donc, Ibeka tombera également. Certes, les appréciations politiques, mais les arguments sécuritaires étaient là aussi. Parce qu'il y avait la menace, on avait les Kona, on avait Diabali. C'était les plus valides d'ailleurs, les arguments. Justement. Et donc, la CEDEAO, qui avait conscience que les crises politiques au Mali, comme dans les autres pays, étaient justifiées par l'existence de la menace terroriste qui n'était pas conjurée, qui n'était pas gérée. Même la dénonciation des accords du Mali avec la France, ce n'est pas une question politique. C'est une question d'insécurité, de l'existence du terrorisme. Et donc, tout partenaire qui a cette lecture devrait donc dire, même si on devrait sanctionner nos frères, compte tenu de ce que j'appelle le truc de principe, la condamnation de principe, on ne devrait pas aller trop loin parce que la menace existe. Et en allant trop loin, on donne raison aux criminels, aux voyous, de faire du tort à cela. Parce que, donc, si aujourd'hui le Nigeria, au niveau du Nigeria, depuis là-bas, on lance une flèche pour dire on ne peut pas lutter, ou on ne peut pas quand on est isolé, mais qui a créé l'isolement? Parce que c'est la crise qui est née entre la CEDEAO et les pays victimes du terrorisme qui a entraîné le retrait de ces pays de la CEDEAO. Cette lecture-là, si elle n'est pas mûrement menée, on prendra le superficiel pour dire non, le Mali ou le Burkina ou tel pays. Il n'y a pas un pays au monde qui va être attaqué par les terroristes et il va applaudir. On a vu ce qui s'est passé en France quand la presse a été attaquée. Oui, cher Gabedo. Oui, on a vu la suite. Les États-Unis, quand ils ont été, les immeubles jumelles ont été bombardés, les réactions ont été connues. Donc on ne peut pas demander aux citoyens, aux autorités, aux pays, aux nations frappées par le terrorisme de ne pas être rigoureux. Et à la lumière d'une question politique, de changement de régime, de changement de pouvoir, il faut minimiser la menace. La grave menace, c'est l'insécurité. Qui va gérer la crise sécuritaire au Mali? C'était ça la problématique. Et même si Ibeka devait être normalement remplacé dans la logique politicienne de la succession du pouvoir à la dimension démocratique, je crois que chaque candidat aurait déjà dans son projet de société dit « je vais faire ça pour freiner le terrorisme, je vais faire ça pour ceci » parce qu'on a vu des villages qui ont été endeuillés. On a même, pour ne pas dire rayé de la carte,
Oui. On a vu des villages brûlés. Donc s'il y a la dimension gravissime, il y a Ogosago et d'autres. Ogosago et merci bien. Donc moi je crois que les lectures superficielles vont nous amener à, comme si on était en train de faire des dissertations philosophiques ou autre chose, et banaliser tout. Oui. Il y a celui qui souffre et il y a celui qui vient assister le souffrant. Merci. Donc les pays qui souffrent aujourd'hui du terrorisme, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger. Malheureusement, les autres pays, ces criminels-là, sont en train d'y aller. Et tout panafricain doit être rigoureux là-dessus, sur cette question pour dire, s'il y a réunion pour réfléchir sur l'éradication du terrorisme, les pays concernés doivent être, par tous les moyens, être impliqués. Merci. Merci beaucoup. Nous changeons de thème. Mais non, je voulais juste apporter une petite précision. Allez-y. Le chef d'état-major, par son langage, il est en train de torpiller l'organisation de l'AES. Le chef d'état-major du Nigeria. Voilà, dire qu'on est isolé, c'est une façon de dire, une façon de torpiller l'organisation, l'outil militaire que les trois pays-là ont mis en place. C'est le même chef d'état-major qui avait même laissé attendre qu'il n'y avait pas de développement possible sans la démocratie et autres. Je me demande, est-ce ça c'est le langage... Ils ont le même narratif que les Occidentaux. Ils sont en train de... C'est pourquoi... C'est pas digne d'un chef d'état-major, ça? Non, non, même si un chef d'état-major peut accéder à un certain niveau, peut aller à exposer des problèmes dans le cadre d'une réunion globale. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont dans la logique de... Ils n'ont pas renoncé à torpiller l'AES. Et traiter l'AES même pas l'AES, hein, il dit qu'on ne peut pas lutter isolément. Oui. Il n'a pas pris le nom de l'AES, il n'a pas pris le nom Mali en les différenciant. Mais en tout état de cause, s'il s'agit du nombre de pays, nous avons fait l'expérience du G5. Est-ce qu'on était... On nous a dit à l'époque qu'on était isolés. Non. C'est parce que les moyens, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, nous sommes à 3, un G3. Pourquoi il va parler d'isolement? Pourquoi? Il n'y a pas d'isolement. C'est un narratif pour torpiller l'organisation. Ok. Donc, bon, cette fois-ci, nous changeons carrément de thème. Le doyen doit souffler un peu. Et nous partons par la Russie. C'est rare quand même. Hein. Mais quand les Russes parlent ouvertement, traitent Zelensky, Emmanuel Macron, des principaux déstabilisateurs d'Afrique de l'Ouest. Et c'est à travers des pays que vous connaissez comme moi, l'Algérie, la Mauritanie. Votre appréciation, mon côté. Oui, mais vous savez, la France, que la Russie l'ait dit ou pas, qui déstabilise l'Afrique? C'est son tir. Donc ça, je crois que même si la Russie ne l'avait pas dit... C'est juste une confirmation alors. Mais c'est une confirmation. Qui fait des coups d'État, qui torpille l'économie, qui empêche le développement, qui empêche l'Afrique dans sa logique, dans sa vision de se prendre en charge. Éliminer physiquement. Et même éliminer physiquement. Hier, vous venez de citer un exemple qui est d'actualité que je ne cesse de citer, c'est celui de Laurent Gbagbo. Oui. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, ONU, c'est-à-dire les voitures de l'ONU. Or, ces voitures, les rebelles sont dedans. On a vu la France qui a détruit l'arsenal militaire de la Côte d'Ivoire en 2004. Sur le prétexte que leur avion aurait été attaqué par l'avion ivoirien à Bouaké. L'avion militaire français. Ça cherchait quoi là-bas? À Bouaké. Juste pour vous dire que si l'autre l'a dit, il est mieux informé parce qu'il a tous les moyens nécessaires pour savoir de quoi il s'agit. Mais pour nous, les Africains, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise pour dire que c'est la France qui déstabilise. On est à quoi ici? La France exige la démocratie en Afrique partout. Peut-être on en parlera un autre jour, mais c'est dans ce même registre qu'il faut le dire. La démocratie, le respect de la Constitution, le respect des délais des mandats. Mais la France applaudit quand ça l'arrange et elle dénonce quand ça ne l'arrange pas. La France a salué
le successeur d'Idriss Déby? Son fils. Son fils. Mahamat Déby. La France l'a salué? Oui. Macron était même présent. Bien. La France est heureuse que Ouattara soit encore candidat? Le Gabon. Le Gabon, le Cameroun également. Elle a dit quoi? Elle a une fois condamné ces gens de candidature. Paul Biya cherche un 8e mandat. Bien. 8e mandat, mais pour combien d'années d'existence? Quand peut-être beaucoup n'étaient pas nés, il était président. Oui. Mais est-ce que la France a une fois pris le courage de dire on condamne cela? Mais elle est forte pour condamner ceux qui ont un langage différent de son langage. Il y a les grands intellectuels, je pense à Cheikh Anta Diop qui disait « Mais j'ai souffert pour imposer ma thèse. » Personne me disait d'enlever ça, enlever ceci, enlever cela, enlever cela. Le mal que nous avons eu et que nous avons en Afrique, c'est la politique française. Tant elle domine nos organisations, les pays individuellement, aussi bien comme le doyen l'a dit, les organisations, que ce soit Union africaine, que ce soit, c'est même Union africaine, c'est la même France qui a interdit l'Union africaine d'aller défendre Kadhafi. Oui. La même France. Et l'Union africaine était même opposée à leur opération contre la Libye. Mais ils ont dit, si vous allez là-bas, c'est à vos risques et périls. Déstabilisateur de l'Afrique, c'est quoi? C'est qui? C'est la France. Kadhafi, quand il a décidé de créer l'Union africaine, au sens plein du terme, donner tous les moyens nécessaires, Kadhafi est devenu comment? États-Unis d'Afrique, dont il a parlé. Pardon, pas d'Union africaine, États-Unis d'Afrique. Et puis une monnaie africaine. Il a été tué, pas par empoisonnement, mais flagramment. Ils sont descendus à Libye. Et c'est la conséquence de cette Libye-là que nous gérons aujourd'hui, qui s'appelle le terrorisme et les crises. Parce que tous les criminels, tous les malfrats, tous qui sont quittés là-bas, ils ont envahi la zone, la bande sahélo-sahélienne, et nous gérons aujourd'hui les conséquences. C'est en cela également que ces gens de rencontres globales, où on va dire non, toute l'Afrique se réunit pour penser, repenser la lutte contre le terrorisme, ça ne peut pas aller quelque part parce qu'ils n'ont pas la même conception et je me demande s'ils ont même la même définition du terrorisme. Ils n'en ont pas. Non. Et si je me demande aussi s'ils ont la même définition des tuteurs de ces terroristes, de ces criminels. Par exemple, Algérie qui, comme on va dire, qui vit tranquillement avec nos terroristes à nous, les terroristes qui nous endeuillent, mais c'est inadmissible dans une même Afrique. Mais c'est justement, je me souviens, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, je crois que c'était sa dernière visite ici, à Koulouba, reçu par son homologue ici. Et au cours des échanges, il y avait la nécessité que le Mali et l'Algérie s'attendent pour régler la question du terrorisme et aussi les questions politiques. En ma qualité de représentant d'Afrique Média, ce jour-là, j'ai posé la question au diplomate algérien en lui demandant si aujourd'hui le Mali peut faire confiance à l'Algérie. Mais cette question a donné sueur froide, n'a pas été répondue. J'ai posé la question au diplomate, au ministère des Affaires étrangères, à Koulouba. Est-ce que le Mali peut faire aujourd'hui confiance à l'Algérie? Monsieur le diplomate, vous êtes avec votre homologue. Est-ce que dans la logique de lutter contre le terrorisme, de faire en sorte que la crise au niveau politique des entités politiques qui, entre guillemets, les rebelles, pour la participation de l'Algérie, la contribution de l'Algérie, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire confiance à l'Algérie? On ne peut pas faire confiance à l'Algérie. Et des mois, pour ne pas dire une année après, voilà ce qui s'est passé. Juste pour dire que tant que les Africains n'ont pas compris que se servir des autres ou des uns pour déstabiliser les frères, on se fait du mal, tant qu'on n'a pas compris cela,
on donnera toujours la carte verte à la France de nous faire du tort. Ok. Merci beaucoup. Doyen, Circe, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, plus prosaïquement, la Russie n'a rien dit de nouveau. 2 ans avant la Russie, nos activistes avaient déjà dit, dénoncer l'implication de l'Algérie et de la Mauritanie qui sont les bases arrières des terroristes. Donc la Russie ne dit rien de nouveau. Nos propres activistes l'avaient dit. Sauf que la Russie parle maintenant d'une coalition franco-ukrainienne. Bon, franco-ukrainienne, ça aussi, ça avait été dit. D'une manière un peu résumée. Oui. Mais on avait dit que la guerre Russie-Ukraine finira dans le Sahara ici. C'est la géopolitique. La France soutient l'Ukraine, mais avec l'arrière-idée, comme la Russie a riposté en fauchant l'herbe sous le pied des Français au Sahara, la France est en train de chuter. Les pays du Sahara et les pays de l'Afrique de l'Ouest commencent à lui échapper. Et donc, ils ont fait de l'Ukraine un proxy. Nous vous aidons contre la Russie ici, mais puisque nous ne pouvons pas sortir la tête de l'eau, vous allez combattre, aider les terroristes, les soutenir contre la Russie dans le Sahara, puisque les pays de l'AES ont le malheur, entre guillemets, de coopérer avec la Russie. Donc, aller sur ce terrain-là pour les combattre. Ça, ça saute à l'œil. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est cette géopolitique. Ils ne peuvent pas se défendre contre la Russie directement. Ils font de l'Ukraine un proxy pour venir combattre la Russie ici. Et comme ils ne peuvent pas nous affronter, eux, avec des armes, ils n'ont pas le nombre de personnes suffisant, ils passent par les terroristes qu'ils encouragent en leur fournissant des moyens. C'est aussi simple que ça. Mais il faut éviter une chose. Depuis bien longtemps, les rebelles, ou ceux qui étaient dans la rébellion, ont tenté d'internationaliser le problème. Mais ce problème, les Russes l'ont dit lors d'une réunion du Conseil de ministres, du Conseil de sécurité, qui s'est tenu à l'initiative de Leonardo Santos Simão, qui est le représentant pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et qui a provoqué cette réunion. Cette réunion, il y a des propos. On avait flatté une éventuelle coopération entre la CEDEAO et l'AES. Cette fois-ci, eux, ils sont en train de comprendre que l'AES est une entité sécuritaire aussi, qui a son outil de défense. Donc, ils ont parlé de ça. Mais si tu regardes, si je peux me permettre, les propos tenus par certains pays, tu verras où est-ce qu'ils vont. Simão, Leonardo Santos Simão, qui est représentant de l'UNAWOS, ici, il a parlé de l'Algérie plus 3. Algérie plus 3, c'était quoi? C'était la Sierra Leone, la Somalie et la Guyane. Et il a parlé au nom de cette entité pratiquement inexistante, inconnue. Maintenant, il soutient à peu près la philosophie de l'Algérie qui consiste à dire qu'il faut négocier. Ça, c'est le premier problème. Et si je vous donne un petit résumé de ça, parce que c'était un peu trop pour moi, mais la Grèce, ça a commencé par la Grèce qui dit « Nous suivons avec attention la relation évolutive entre la CEDEAO et l'AES. » En quoi ça concerne la Grèce? En quoi ça concerne l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU? Et puis ils disent « Un engagement continu est essentiel pour prévenir une fragmentation accrue et faire en sorte que les initiatives de stabilisation se renforcent mutuellement. » Mais la Grèce aussi va parler de nous, de nos problèmes. C'est quoi ça? Mais ensuite, la Chine et la République de Corée ont salué l'engagement renouvelé des dirigeants de la région à renforcer la coopération entre la CEDEAO et l'AES. Moi, je te dis, il y a un dialogue en cours pour voir comment coopérer dans le domaine sécuritaire. Mais ensuite, il y a les États-Unis. Tu retrouveras les grandes lignes de ce qu'eux, ils veulent. Les États-Unis ont dit les États du Sahel et leurs voisins d'Afrique devraient tourner la page de leurs différends et riposter de façon collective face au terrorisme dans le respect de l'état de droit.
par le biais d'une coopération militaire et d'un partage de renseignements. Il faut souligner ça, un partage de renseignements. Parce qu'il y a aussi un principe cher aux Occidentaux qu'on appelle Five Eyes. Five Eyes, qui est devenu Nine Eyes, qui est devenu 14 Eyes. 5 yeux, 9 yeux, où ils échangent des... C'était d'abord les pays, les anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Ils sont dans ça, donc ça leur est cher. Et c'est par ce biais de partage de renseignements qu'ils peuvent avoir ce qui nous concerne, si nous sommes en collaboration avec la CEDEAO où ils ont une maîtrise. Ensuite, il y a la France. Les propos de la France, c'est toujours... la France juge préoccupante l'affaiblissement de l'architecture institutionnelle. Quelle est cette régionale? Quelle est cette architecture institutionnelle régionale qui est affaiblie? Oui, mais c'est la CEDEAO. La France déplore l'affaiblissement de la CEDEAO. Et peut-être prochainement de l'UEMOA, et même peut-être de l'Union africaine. C'est ce que j'avais dit l'autre jour. S'attaquer à ces organisations sous-régionales ou régionales qui font le lit de la puissance des Français, ça revient à les dessoucher. Et donc, la Russie exhorte, c'est à cette occasion que la Russie a exhorté la communauté internationale à soutenir l'AES et a fait des critiques à l'égard des ingérences étrangères. Quelle est la moralité de tous ces propos-là? C'est que mieux vaut moins de monde autour de la table. Parce que quand vous appelez tout le monde autour de la table, plus ils sont nombreux, plus vous n'arrivez pas à une solution. Et cette internalisation de nos problèmes ne va pas en notre faveur. Qu'est-ce qu'on va aller faire avec le Conseil de sécurité, qui est un instrument de manipulation des Occidentaux? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas avec nos problèmes? C'est nous jeter dans la gueule du loup encore. Voilà. Merci beaucoup, doyen, pour cette brillante intervention. D'ailleurs, frère Monogo Toali, l'émission tire vers sa fin, mais nous ne pourrons terminer sans susciter votre lecture, votre analyse sur une dernière question. Cette question, c'est que les États-Unis proposent pas de collaborer ou quoi, proposent carrément de dealer, comme Donald Trump aime le dire, de dealer avec les pays de l'Est. Dans leur proposition, il s'agit de lithium. Or, contre quoi maintenant? Lutte contre le terrorisme principalement, et ils vont éliminer des chefs terroristes. Nous savons que Abu Uzaifa, qui était un terroriste recherché, sa tête était mise après à 5 millions de dollars, qui a été éliminé par les forces armées du Mali. Les États-Unis n'ont jamais payé pour ça. Maintenant, s'ils disent qu'ils sont prêts à aider à porter une paix ou bien à éradiquer totalement le terrorisme en échange, qu'est-ce qui se cache derrière, mon côté? Oui, mais c'est inquiétant pour dire qu'eux, ils vont éradiquer. Ils attendaient quoi depuis qu'ils n'éradiquent pas? Pourquoi vouloir maintenant éradiquer? Et vous avez parlé d'une chose qui est très importante, ils vont dealer. Mais les États-Unis, qu'est-ce qui a fait la force des États-Unis? C'est les 2 guerres mondiales, à laquelle les États-Unis n'étaient pas flagramment participés, et ils en ont profité pour s'enrichir et se faire une bonne voie. Et donc, elles saisissent des crises. Les grandes nations saisissent des crises pour profiter des crises et non seulement mettre leur force de domination politique, leur force de domination stratégique et leur force de domination politique. Ou faire la main basse sur les ressources que vous avez, comme aujourd'hui le Mali, on parle de lithium, c'est l'or et d'autres richesses du sous-sol qui existent. Les États-Unis ne sont pas sortis de leur logique. Quand vous connaissez l'histoire des États-Unis, c'est profiter des guerres. Les États-Unis ont toujours ils n'ont jamais fait guerre, mais ils profitent des guerres. Et pendant que vous êtes en crise, ils créent, même s'ils n'ont pas créé la guerre, ils vont créer des crises. Parce que dire qu'on va éradiquer, ils ont été dans certains milieux ou dans certaines zones, ils n'ont pas pu éradiquer, ils sont retournés de là-bas. Pourquoi éradiquer? Et donc, pour éradiquer, il faut que le Mali donne. Et si le Mali ne donne pas, ça ne peut pas être éradiqué. Alors, qui est derrière les Turcs? On peut se poser la question. Et qu'est-ce qu'ils ont comme un miracle, des baguettes magiques pour éradiquer? Si toutefois, on leur donnait ce qu'ils voulaient avoir, c'est-à-dire on dealait avec eux.
Si le Mali deal avec les États-Unis, ils vont éradiquer le terrorisme. Bon, si le Mali finit peut-être avec dealer, il va dire, bon, Burkina Faso va dealer aussi avec nous. Parce que ça finit le Mali, Burkina Faso, on fait comment? Après le Niger, on va faire comment? La Côte d'Ivoire, on va faire comment? Donc, on peut aussi s'interroger pour dire, mais qui est donc, qui alimente donc ce terrorisme-là? Qui tient la ficelle? Parce que si ça peut être un alibi pour dealer, il faut que ça existe. Prendre des ressources presque gratuitement. Voilà. Donc, ça montre combien de fois le monde est inhumain. C'est ce qu'il faut tirer de cela. Le monde est inhumain. Vous voyez des nations qui souffrent, des peuples qui souffrent, qui sont endeuillés matin, midi, soir, par des criminels, qui tuent les enfants, les femmes, les civils et les militaires au quotidien. Ça pouvait déjà aider à ce qu'on intervienne sans contrepartie. Parce que si la dimension humaine, si l'être humain doit être mis au centre de tout, celui qui tue l'être humain et qui est vu, on n'avait pas besoin qu'on donne celui qui peut le neutraliser les moyens pour venir le neutraliser. Si les États-Unis peuvent donc éradiquer ce terrorisme, pourquoi ont-ils eu l'idée de dealer? Et donc, ce n'est pas nouveau. Et je reviens encore aux deux grandes guerres mondiales qui ont fait la force des États-Unis. On se souvient. Prenons l'histoire même de l'OFI du Niger. Oui. L'OFI du Niger qui est au Mali ici. C'était créé pour compenser les pertes alimentaires, pour alimenter les entreprises, les usines en France. Le projet OFI du Niger, là, ce n'était pas créé pour rien. Parce que de là-bas, on devrait aider et que le surplus pouvait être donné ici. Il est fallu que les choses évoluent pour que l'OFI du Niger aujourd'hui soit un projet qui est aujourd'hui malien. Oui, malien. Mais qui l'a créé? L'OFI du Niger est créé pourquoi? Il y a tellement de ces exemples. Et donc, quand les dirigeants politiques, c'est pourquoi, quand on puisse aimer les pouvoirs militaires ou ne pas les aimer, mais ils ont quand même amené une chose, une conception qui mérite aujourd'hui d'être saluée, celui du courage pour dénoncer. Parce que les politiques n'avaient pas eu ce courage de dénoncer. Les politiques civiles, j'entends. Mais les politiques militaires ont eu le courage de dénoncer. Or, toutes les dénonciations panafricanistes, qui devaient les porter? Parce que ce n'est pas aujourd'hui les panafricanistes. Ce n'est pas aujourd'hui on se bat. Ce n'est pas aujourd'hui on dénonce, on critique. Mais qui allait implémenter ça politiquement? Le débat de fond se situe à ce niveau. Qui allait implémenter? Il fallait des hommes forts. Peut-être, ils peuvent commettre des erreurs. Il peut y avoir d'autres réalités qui peuvent faire l'objet des critiques. Ça, c'est admissible. Mais dire que un civil au pouvoir au Mali devrait dire à la France, je dénonce, ça c'était un rêve. Ok. Merci beaucoup, frère Monoko Toali. Doyen, nous revenons vers vous pour finir avec cette émission. Les États-Unis proposent des délais. Votre analyse? Bon, on dit qu'on ne répond pas à une question par une question. Mais parfois, on peut répondre à une question par une question parce que la question que je pose est la réponse à la question. Ok. Pourquoi habituellement, dans les contrats surtout d'exploitation minière, les termes de change, c'est vous exploitez, vous me donnez un tel pourcentage sur le bénéfice net. C'est ça les termes de l'échange. Alors, pourquoi les États-Unis veulent enfoncer une porte ouverte? J'appelle porte ouverte les propos du ministre des Affaires étrangères du Mali qui a dit le Mali n'exclut personne. Le Mali est prêt à dealer avec tout le monde. Et si on est prêt à dealer avec tout le monde, pourvu qu'on respecte les 3 principes que nous avons édictés, mais pourquoi les États-Unis veulent forcer une porte qui est déjà ouverte? Ils peuvent venir
candidater pour l'exploitation d'une mine ici. C'est possible. Oui. Ils n'ont pas besoin de dire on va vous aider à lutter contre la fraude, le terrorisme. Ils n'en ont pas besoin. Alors pourquoi ils posent cette alternative qui n'est pas celle des contrats de miniers? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je pose, aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Est-ce que c'est quantifiable? Ça vaut combien? En fait, ils sont en train d'établir un moyen de pression. S'ils viennent, comme vous l'avez soupçonné, tout le monde sait que même si eux, ils ne sont pas directement derrière les terreaux, ils savent que la France ou certains pays occidentaux qui sont derrière, et même tous ceux qui sont en train de leur offrir une base arrière, une fois qu'eux, ils vont taper du poing sur la table, la chose va cesser. Vous avez vu, quand il s'agit de leur intérêt, ils ne tergiversent pas. Et donc, est-ce que c'est quantifiable? Si ce n'est pas quantifiable, c'est un élément de pression dans nos rapports sur les contrats miniers. Nous sommes venus vous aider à lutter contre le terrorisme. Bon, ça écarte de facto tous les autres concurrents qui peuvent prétendre à l'exploitation de cette mine-là, parce que simplement, eux, ils sont venus nous aider. Ensuite, c'est annihiler la concurrence. Et comme je viens de l'évoquer, il faut faire attention à ces échanges d'informations qui peuvent leur servir dans un environnement où la Russie militaire est implantée. Ça aussi, c'est un danger. Donc, moi, c'est ce que je vois. Ils n'avaient pas besoin de ça. Si c'est à cela, même si quelqu'un doit venir nous aider, c'est à nous de proposer cette autre alternative qui consiste à dire, venez nous aider, on va vous donner des mines en compensation. C'est à nous de proposer. Nous, on n'a pas proposé. On l'a proposé peut-être à la Russie. On n'avait pas beaucoup de moyens. Mais maintenant, ils veulent venir sur le même pied d'égalité. Or, la Russie ne court pas derrière nos ressources minières. Mais ils viennent s'implanter. Et ils rééditent ce qu'ils ont fait en Ukraine. Oui. On vous fournit des armes, on prend toutes vos richesses et la France se trouve gros gens comme par devant. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Mounougo Toli, votre mot de la fin? Oui, mais toujours comme je le dis, Gandhi Malien, c'est comme le bébé qui a grandi avant son âge. Merci. Encore une fois, bravo et félicitations à ceux qui en sont les promoteurs, à tous ceux qui soutiennent cette chaîne en ligne, ceux qui contribuent à ce que cette chaîne demain soit vraiment la chaîne qui va vraiment s'imposer avec tous les mécanismes nécessaires. À toi, chers frères, camarades et frères africains, c'est avec fierté qu'on attend Général Diawara, mais c'est parce que tu mérites le titre de général. Très tôt, tu t'es battu pour le panafricanisme. Tu as pris fait et cause. On dit que quand on a l'occasion de saluer quelqu'un, il faut le faire. Merci. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté de prendre le risque que tu as pris. Je suis témoin sur Afrique Média. J'ai su comment tu t'es investi. Tu t'es battu avec tous les risques que cela comporte. Et tu continues de te battre. Merci, frère. Je suis fier de toi, mon frère. Merci. À mon doyen, de toujours continuer de nous abreuver. On a besoin de sa sagesse, de ses expertises, et aussi, ça peut nous aider à faire mieux. Je salue tous ceux qui vous suivent. Et merci de toujours m'accueillir. Merci beaucoup. Nous espérons vous recevoir d'ailleurs le vendredi prochain. Doyen, votre mot de la fin? Bon, moi, est-ce que c'est un mot de la fin? C'est de dire qu'il faut qu'on continue à cultiver la confiance à nos autorités. On n'a jamais eu des autorités de divers horizons comme ça qui sont aussi performants. Et quand je dis de divers horizons, c'est un gouvernement dont la capacité a été décuplée par rapport aux autres gouvernements, par les compétences qu'il a là-dedans. Et c'est à cela que moi je fais, il faut faire confiance.
Nous sommes dans un Sahara de sable mouvant où on doit savoir où poser les pieds. Sable mouvant, pourquoi? Toutes ces sollicitations nouvelles vers l'AES qui veut venir nous aider dans la lutte contre le Mali dans sa lutte contre, comme les États-Unis le disent, qui, comme la CEDEAO ou l'Union, ce regroupement informel des SEMGA, qui veulent intégrer tout le monde, ce sont autant de dangers et je pense que nous pouvons faire confiance à nos militaires pour mesurer les pas et ne pas tomber dans des pièges. Merci. Nous profitons aussi pour saluer les autorités de l'AES, et le général Abdraman Tiani, président de la République du Niger, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré également, tout comme le président en exercice de l'AES, son Excellence Assimi Goïta. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, vous êtes également salué. Vous avez été nombreux à nous suivre sur Gandhi Malian TV. Nous vous saluons. Nous vous saluons non seulement à mon nom, mais au nom de toute l'équipe de Gandhi Malian TV. Nous espérons que vous resterez d'ailleurs branchés sur Gandhi Malian TV parce que d'autres programmes vont suivre après. Quant à nous, nous allons vous retrouver la semaine prochaine, même heure, d'ailleurs dans le cadre de la même émission. D'ici là, portez-vous et surtout prudence. Merci.